On n'a rien à ajouter. On peut partir sur le premier sujet de la soirée. Bon courage à tout le monde. Évidemment, bon courage à tout le monde. Le sujet est faut-il toujours rester jeune dans sa tête? Et à la positive pour l'ajout de Vinci, on va accueillir Augustin qui est dans ses derniers préparatifs. Ouais, c'est ça. J'ai juste perdu mon téléphone, mais c'est pas grave. On en trouve un après. Ouais, j'ai trouvé. Je suis obligé de vous écouter. Bon, allez. L'autre jour, je me suis engueulé avec mes parents car je ne rangeais pas assez dans l'appartement. Et ma maman m'a dit « Augustin, t'es encore bien trop jeune dans ta tête, il va falloir que tu grandisses. » Mais moi, je l'ai pris autrement. Car visiblement, pour elle, ce n'était pas un compliment. Et en effet, je suis encore jeune dans ma tête. Et pour être honnête, je ferai tout pour le rester. Car oui, quand on est enfant, adolescent ou encore étudiant, si nos chambres ne sont pas rangées, c'est parce que nos esprits, eux, ne sont point carrés. Oui, quand on est jeune, nos idées ne sont pas rigides. Bien au contraire, elles sont liquides. Puisque chaque jour, nous grandissons, en apprenant de nouvelles connaissances et en développement de nouvelles compétences. Alors, évidemment, cela se fait au travers des cours. Mais cela se fait aussi plus généralement dans la vie de tous les jours. Que ce soit en partant en voyage à l'autre bout du monde, à la découverte d'une nouvelle culture, d'un nouveau type de nourriture, ainsi qu'à la découverte de nouveaux paysages et de nouveaux visages. Se retrouvant alors quelquefois en galère à l'autre bout de l'hémisphère, devant alors se débrouiller pour tout planifier et pour communiquer dans une langue qui nous est étrangère, forgeant ainsi notre confiance et notre indépendance. Mais la jeunesse, c'est aussi l'initiation à de nouvelles occupations qui deviendront plus tard des passions. Apprendre à cuisiner, à ajouter, à maîtriser d'un instrument de musique ou encore à dessiner. Bref, les domaines sont tous autant variés que l'éventail de nos pensées et enrichissent notre jeunesse d'expériences inégalées. Enfin, cela peut être aussi l'exploration de nouvelles sensations, à la découverte de son propre corps, et cela se fait au travers de sa sexualité ou au travers du sport, où l'on apprend à connaître ses limites, à les dépasser, mais aussi à les embrasser en découvrant chacune de ses subtilités. En fait, l'esprit de jeunesse, c'est de s'ouvrir à la vie et de toujours chercher un intérêt à celle-ci. Et justement, cela se fait aussi au travers d'autrui. En se faisant plein de nouveaux amis, rencontrés justement lors de ces voyages ou lors d'associations où sont pratiquées nos passions. Et puis, il y a aussi le premier amour. Celui qu'on retiendra toujours et pour qui on a certainement aimé sans retenue, se lançant à cœur perdu, sans aucune retenue. Après tout, c'est cela aussi la jeunesse. C'est une certaine part d'insouciance et d'innocence. C'est tout tenter sans avoir forcément peur d'échouer, en étant directement résigné. La jeunesse, c'est l'ambition, c'est l'envie de tout donner pour réaliser ses projets, afin d'in fine n'avoir aucun regret. L'esprit de jeunesse, c'est alors quelque peu croire en la magie de la vie et en sa poésie. Et justement, mettre de la poésie dans sa vie, comme le dirait Balou, c'est de se satisfaire du nécessaire. Et notamment, lorsqu'on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Il suffit de quelques années pour s'amuser, profiter de sa journée et s'enivrer au cours des soirées. En effet, lorsqu'on est jeune dans sa tête, on a toujours une imagination débordante et fascinante. Particulièrement lorsqu'on est enfant et où on peut être comblé de bonheur avec une simple petite voiture, une poupée ou n'importe quel jouet. Et encore, parfois, il suffit d'une simple flaque d'eau pour sauter dedans et trouver ça rigolo. D'ailleurs, lorsqu'on a l'âge de jouer au Lego et qu'on n'est pas plongé dans les guerres d'ego, on est beaucoup plus tolérant avec les gens, en n'ayant aucun stéréotype sur leur origine sociale ou leurs idées politiques, créant alors des moments authentiques. Et d'ailleurs, en général, par rapport aux adultes, les enfants sont bien plus indulgents, qui pardonnent plus rapidement, passant bien plus promptement à autre chose, car après tout, cela fait partie de la jeunesse que d'être tourné vers le futur et non point s'amuser dans son passé. Alors voilà,
C'est parce qu'il faut toujours chercher à explorer le monde qui nous entoure et à s'émerveiller de ces derniers, qu'il faut toujours se donner les moyens d'y arriver et qu'il faut parfois vivre avec simplicité en partageant des moments de convivialité, le tout en aimant son prochain. C'est pour cela que je crois qu'au fond de soi, il faut toujours garder une certaine part de jeunesse si un jour on veut atteindre la légace. Vous parliez de la jeunesse Vous parliez de la jeunesse en disant que c'est une ouverture à la vie, mais pensez-vous que la jeunesse est la seule à pouvoir s'ouvrir à la vie? Non, je pense pas. Je pense que justement, si on garde un esprit de jeunesse, on garde cet esprit de vouloir être conquérant, l'esprit d'être curieux, etc. On peut être une personne âgée et s'émerveiller. Mais donc avoir un esprit dit de vieillesse ne permettrait pas de s'ouvrir à la vie également? C'est une très bonne question. Je pense pas. Après, toute la question est dans la définition. Souvent, on dit que les jeunes sont un petit peu... Enfin, non, excusez-moi, les personnes âgées sont un petit peu comme ce que notre président Macron dirait, des Gaulois réfractaires au changement. Et je pense que c'est un peu ça, moi, que je qualifie par esprit de vieillesse, là où un enfant, quand il est au monde, il a tout à découvrir et il cherche qu'une seule chose, c'est à s'émerveiller. Maintenant, pour lui répondre à la négative et représenter l'EMS Paris-Saclay, Ulysse. Avant de commencer, je dois vous faire une confidence. J'ai eu 21 ans le mois dernier, et cet anniversaire fatidique de la majorité internationale s'est abattu sur moi comme le premier poids d'une vieillesse criante. Mes genoux craquent, mon poignet craque, je me sens vieux, c'est pas possible. Pour éviter de tomber dans une crise de la cinquantaine à seulement 21 ans, je suis donc tenté de suivre les préceptes de mon très cher contradicteur, rester jeune dans ma tête, faire la fête avec insouciance, apprendre de nouvelles langues, voyager au bout du monde, trouver l'amour au détour d'une soirée, faire un tour d'Europe en van, et d'ailleurs si quelqu'un veut me payer le voyage, je ne suis pas contre. Mais même si je le voulais, pourrais-je vraiment rester jeune dans ma tête pour toujours? Que faire face aux derniers millennials, pire, face à ces races moquettes de la génération TikTok, du haut de leur 1m20? Je pourrais me rassurer en me disant que la jeunesse n'est qu'un mot. Mais grâce à ce nominalisme un peu trop simpliste, il me serait donc facile d'être jeune, et qui plus est dans ma tête. Si seul un mot suffit, la jeunesse est donc accessible à toutes et à tous. Mais Bourdieu ne se trompe-t-il pas? N'oublie-t-il pas que la jeunesse est aussi et même avant tout un corps, un esprit, une génération, et même une classe de laquelle les gens un peu trop vieux sont exclus? Vouloir rester jeune dans sa tête est donc une illusion, et disons-le, une illusion assez grotesque qui prouve la bêtise de ces gens qui pensent avoir trouvé une fontaine de jouvence par la seule force de leur esprit. Se forcer à rester jeune pour toujours dans sa tête, à défaut de pouvoir le faire dans son corps, est même une des illusions les plus tenaces aujourd'hui. Qui, aujourd'hui, en vieillissant, n'a jamais connu cette injonction à rester jeune, à le paraître et à s'en convaincre? Regardez mon contradicteur qui s'évertue à défendre corps et âme cette idole moderne de la jeunesse. Mais vouloir rester jeune pour toujours, c'est se confronter à deux écueils majeurs. Soit se renfermer sur une image mythifiée de sa propre jeunesse, soit vouloir coller à tout prix à une jeunesse dont on ne fait pas partie. Sur ce deuxième point, n'avez-vous jamais rencontré ce Christian, quarantenaire, parent de 2 adolescents? Ce Christian qui, dès qu'il rencontre les amis de ses enfants, cherche à rester jeune dans sa tête. Ce Christian qui dit « Wesh wesh les jeunes, ça part ou quoi? Ça se passe sur Instagram ?» Mais bon, laissons Christian se ridiculiser. Le pire de tout dans le fait de vouloir rester jeune est de s'enfermer dans sa propre jeunesse pourtant passée. Quoi de pire que de vouloir garder cette éternelle candeur, cette insouciance, cette innocence, ces rêves, c'était mieux avant de notre jeunesse alors que les traces de celle-ci ont disparu. Quoi de pire que de se fermer à un monde jeune qui peut encore nous apprendre beaucoup. Ce qu'il y a de terrible dans le fait de vieillir, ce n'est pas d'être vieux, mais de rester jeune, de se rendre compte que l'on n'est plus en capacité physique de faire ce que l'on veut, que l'on n'a plus les références nécessaires pour faire partie de la jeunesse, en clair que ni notre corps, ni notre tête ne peuvent rester jeunes pour toujours. Bon, désolé de plomber l'ambiance,
Mais vous ne pourrez jamais rester jeune éternellement. Ni vous, ni moi. Dans peu de temps, nous pourrons dire au revoir au voyage, adieu à la vivacité d'esprit, à la curiosité, et bonjour les rhumatismes, l'apathie et le conservatisme. Le désir de sauver les meubles en restant jeune au moins dans sa tête est rassurant et bien tentant. Mais cela ne reste qu'un désir, qu'une chimère. Là est le problème majeur de cette question de « faut-il toujours rester jeune dans sa tête ?» Nous sommes biaisés par une définition repoussante de la vieillesse. Prenons un exemple. Si je vous demande d'imaginer un vieux, peut-être, et même sûrement, imagineriez-vous un petit être chétif, nonagénaire, peinant à se déplacer dans les couloirs de la mort de nos tristement fameux EHPAD, où il n'est pas d'avenir en dehors de la solitude et de la souffrance. Mais la vieillesse, ce n'est pas l'exact inverse de la jeunesse. Elle est une période d'acquisition d'expérience, elle aussi. Un regard nouveau sur la vie, elle aussi. La maturation d'une identité encore et toujours en construction. Dès lors, pourquoi vouloir rester jeune dans sa tête quand la vieillesse n'est plus si terrible, si terrifiante? Au contraire, il faut profiter de cette chance de vieillir pour laisser la place à une jeunesse qui veut parler, qui veut se faire entendre et qui peut encore et toujours apprendre à ses aînés. Plutôt que de vouloir à tout prix rester jeune, mieux vaut accueillir la nouvelle jeunesse comme une opportunité d'ouverture pour que les différents âges de la vie habitent ensemble dans un monde qu'ils occupent en commun. Acceptons cet enchaînement naturel des générations qui fait la force de nos sociétés. De cette manière, Christian cessera d'être ridicule, je cesserai de me morfondre sur mon vieillissement, et la jeunesse, la vraie, celle qui vit en chacune d'entre nous ici dans cette pièce, et qui disparaîtra dans peu de temps pour laisser place à une nouvelle, cette jeunesse-là fera son temps, mais aura apporté beaucoup à ses aînés et donnera beaucoup à ses cadets. Arrêtons de vouloir rester jeunes pour rester jeunes, faisons dialoguer les générations. J'ai la ferme conviction que les boomers ne doivent pas oublier leur lutte sociale, que nous ne devrons jamais oublier notre conscience écologiste, sous prétexte que la jeunesse serait mieux que la vieillesse. Nous vieillirons tant mieux, et puisque nous ne pouvons rester jeunes dans notre tête, tâchons cependant de ne pas être des vieux cons. Une question du contradicteur. Vu que c'est le début, je sais pas, il fallait que je pose une question. Si c'était juste le contradicteur. Donc, vous dites, pour vous, jeunesse et expérience ne vont pas ensemble. Jeunesse et expérience vont ensemble, mais l'expérience n'est pas l'apanage de la jeunesse. Les vieux aussi, enfin les personnes âgées, elles aussi ont de l'expérience et des expériences qu'elles peuvent nous communiquer aussi. Et justement, c'est cette idée de dialogue des générations, de pouvoir discuter avec vos grands-parents, avec vos parents, avec les futures générations, et c'est ça qui va faire la force des expériences multiples. Et pour vous, quand on est âgé, il faut rester sur ses expériences, il ne faut pas essayer de s'ouvrir au monde, de chercher la découverte de nouvelles choses. Je sais pas, moi j'ai vu mon papy quand il avait des petits-enfants qui se remettaient à jouer avec un petit train, et je crois que j'ai jamais vu aussi heureux. Ça, c'est pas un esprit de jeunesse selon vous? Mais c'est un esprit de tolérance et d'ouverture à d'autres âges de la vie, mais ce n'est pas forcément un esprit de jeunesse. Il reste avec son esprit à lui, et il s'émerveille devant ce qui est la vie de tous les jours, mais justement vous avez, il me semble, une définition peut-être trop restreinte et trop moderne de la jeunesse, alors que justement il y a un esprit juste de tolérance qui traverse les générations. Okay. On peut passer maintenant au deuxième duel de la soirée, qui porte sur le sujet suivant. Être jeune, est-ce être soumis à l'illusion de pouvoir tout faire? Et sur ce sujet, à la positive pour l'ENS, nous allons accueillir Shona. Il est 22h, le soleil vient de se coucher. Je trépide d'impatience en ce 16 octobre 2020, veille des vacances de la Toussaint. Je porte une mini-robe verte qui attend dans mon placard depuis l'été, cette fameuse soirée. Et même s'il fait froid, je ne reculerai devant rien pour me rendre au lycée afin de participer à la fête la plus attendue de l'année. Je rôde mon plan depuis des semaines, voire des mois. Mes parents ont déjà refusé que j'y aille, mais casse la mienne. J'ai commandé mon taxi qui m'attend devant le portail, soudoyé mes frères pour qu'ils me prouvent si nécessaire. Je viens de fermer délicatement la porte d'entrée et je m'apprête enfin à ouvrir le portail qui, à ma grande surprise, s'ouvre seul. Je lève la tête et je vois ma mère qui, depuis la fenêtre, me fait signe de rentrer.
Pas de soirée, illusion désenchantée, et punition à l'horizon, j'en suis encore traumatisée. J'ai été prise dans un leurre qui a caractérisé la plupart d'entre nous lorsque nous avons tenté en vain de faire le mur, et caractérise la jeunesse, l'illusion de pouvoir, la soumission à l'illusion de pouvoir tout faire. Cette illusion se manifeste sous diverses formes, dans de multiples sphères, et de manière plus ou moins comique. On repensera à notre camarade de CP qui ne pouvait lire à plus d'1 mètre de lui, même avec ses lunettes, mais qui rêvait d'être pilote d'avion. Combien d'entre nous se remémorent maintenant avec nostalgie et bienveillance des « quand je serai grand » remplis de candeur, d'insouciance, que nous avons martelés avec tant d'assurance et qui faisaient tendrement sourire nos parents. Néanmoins, cette illusion que tous les jeunes ont de pouvoir tout faire ne se traduit pas seulement par des phrases, mais aussi par des actes, et heureusement d'ailleurs. Le mouvement de mai 1968 en est selon moi une formidable illustration. Quelqu'un peut-il sincèrement penser que sans une dose d'utopie et la ferme conviction de pouvoir construire un monde meilleur, tous ces étudiants à travers le monde auraient pris de leur temps, risqué leur sécurité pour manifester plus ou moins pacifiquement contre la guerre au Vietnam, les inégalités raciales aux États-Unis, les défaillances du système universitaire en France ou encore les dérives du pouvoir autoritaire en Tchécoslovaquie. En somme, cet optimisme face à l'avenir, ce souffle révolutionnaire, cette force motrice de la jeunesse qui l'aide à initier le progrès et la créativité ne serait aussi efficace sans cette illusion merveilleuse de pouvoir tout accomplir. J'ai mené jusqu'à présent une réflexion très partielle et incomplète, me diriez-vous. En effet, je n'ai considéré que les cas des enfants dont l'insouciance n'a pas été volée trop tôt par les drames de ce monde. Je vous répondrai alors que même confronté au pire de l'humanité, face à des situations où le plus vaillant des adultes se noierait dans le désespoir, la jeunesse est capable de faire preuve d'espoir et de résilience, car elle est encore dans l'illusion de pouvoir tout faire. L'histoire ne manque pas d'exemples illustres à ce sujet. Alors qu'Hitler est au pouvoir depuis 2 ans déjà, que les premières répressions se font sentir, que la vie perd de sa saveur en Allemagne, des adolescents berlinois décident de briser les interdits en formant des groupes de jazz et en continuant d'écouter cette musique anglo-saxonne. Aux grandes dames du régime nazi, qui les qualifie d'ailleurs de swing ennies ou nigo du jazz, et essayent de casser leur résistance en envoyant dans des camps tous ceux qui écoutent de cette musique. Pourtant, ces jeunes ont continué à écouter du jazz et à se réunir dans des clubs pour en jouer. Mus par l'impertinence, la soif de repousser les limites et la capacité de s'insurger face à l'injustice qui caractérise les individus qui ont encore l'espoir chimérique qu'ils peuvent tout faire, même jouir de leur liberté fondamentale sous l'un des régimes les plus autoritaires que le monde ait connus. Masha Amini, quelques décennies plus tard, et sur un autre continent, témoignera de ce même idéalisme. Outragée à raison par une remarque déplacée de policiers sur sa tenue, elle leur tient tête et perd la vie. Je ne saurais conclure sans démontrer que la jeunesse est bel et bien soumise à une illusion et non à une simple croyance qui pourrait se justifier. Je voudrais donc répondre à l'idée reçue et bien simpliste selon laquelle qui veut peut et par conséquence que la jeunesse ne serait pas dans l'illusion mais dans la simple croyance de pouvoir tout faire. Rendons-nous à l'évidence, tout le monde ne peut pas tout. En lien avec notre éducation, notre milieu d'origine, notre âge et notre sexe, comme nous montrait Bourdieu, Passion et bien des sociologues avant, on ne peut pas tout faire. Les exceptions existent certes, mais déterminisme sociologique ou pas, malgré les grands espoirs de la Shoah enfant, je ne serai jamais président des États-Unis pour la simple et bonne raison que je ne suis pas citoyenne de ce pays. La jeunesse est cette aurore de la vie où nous n'avons pas encore conscience de certaines limites et contraintes inhérentes à notre condition. Une période belle et douce durant laquelle tout semble encore possible, durant laquelle nous voyons la vie en rose et rêvons grand, parfois trop grand, au risque d'être rattrapés par la dure réalité. En somme, comme le résume habilement l'écrivain Douglas Kennedy, ainsi va le monde. L'insouciance de la jeunesse, cédant le pas à la nécessité de payer ses factures et d'assumer ses responsabilités. Et donc, une question du contradicteur. Vous avez cité beaucoup d'exemples sur des jeunes, et des moins jeunes, qui étaient soumis à l'illusion du pouvoir, de pouvoir tout faire, comme on disait. Je ne vous ai pas entendu parler de tous ces autres jeunes qui, eux, ont regardé la réalité en face et ont fait ce qu'ils ont pu faire. Qu'est-ce que vous en avez à dire ? Je vous dirais que j'ai cité globalement quand même déjà que des jeunes, donc jeunes ou plus ou moins jeunes, pas vraiment, plutôt plus des jeunes. Et par rapport à ces enfants qui ont regardé la réalité en face, j'ai du mal à vous répondre à la mesure où je ne vois pas ce à quoi vous
faites référence, peut-être que vous parlez de l'autocensure qui peut toucher n'importe lequel d'entre nous et qui me touche même et qui ne m'a pas empêché que j'ai poursuivi des grands rêves, comme vraiment devenir président des États-Unis, ce n'est pas le cas, même si par ailleurs je pouvais être parfois dans des situations stressées, angoissées, ou savoir que je m'autocensurais. Je pense que le fait de s'autocensurer dans certaines mesures n'empêche pas la jeunesse qui n'est pas encore consciente de toutes les réalités de la vie de s'illusionner. Vous parlez d'autocensure, mais tout le monde ne s'auto-censure pas, tout le monde ne passe pas à côté de sa vie pour X ou Y raison. Certaines personnes vivent simplement, les jeunes vivent simplement, obtiennent leurs rêves, par leurs rêves, obtiennent, pardonnez-moi. Obtiennent leurs rêves, j'ai pas compris. Pardon. Je voulais dire, encore une fois, c'est du cas exceptionnel. Moi, je vous parle de tous ces jeunes qu'on ne nomme pas forcément ces jeunes qui se sont auto-censurés, simplement ces jeunes dans nos lycées, dans nos collèges, partout, dans nos campagnes, à l'époque. Des gens qui ne se sont pas dit « je veux devenir président de la République », mais simplement « je veux devenir boulanger, je veux devenir boucher ». Ces gens qui font fonctionner notre pays et nos civilisations. Encore une fois, vous ne les évoquez pas? Je les évoque pas et peut-être que du coup, là, sur certains aspects, donc ces jeunes-là n'ont pas eu d'illusion sur les métiers qu'ils voulaient faire, ils ont pris des métiers totalement plausibles et qu'ils ont d'ailleurs réalisés plus tard. Mais cette illusion, elle a pu être sur autre chose, sur le fait par exemple de faire 1m80 plus tard. Moi par exemple, je pensais que je ferais 1m80, je fais 1m70 malheureusement. Mais cette illusion, j'ai pris des exemples de métiers, mais elle s'applique à toutes les sphères de la vie et je pense qu'elle caractérise la jeunesse. Cette illusion, c'est le fait de penser, et ça va être dans les petits détails, c'est le fait de penser quand les parents disent qu'on va s'endormir avant la fin du film, qu'on ne va pas s'endormir, et on s'endort en effet parce qu'on est fatigué et que notre corps, on n'a pas encore compris qu'on a besoin de sommeil. Donc c'est dans divers aspects et selon les personnes, ça va se traduire de diverses manières. Et pour répondre à Chena, du côté de la joute de Vinci, c'est Léopold. Imaginez un instant, un jeune, debout au bord d'un précipice, face à un océan d'opportunités infinies. Le vent souffle fort, emportant avec lui les promesses de réussite, les rêves de grandeur et les espoirs de conquête. Rien ne te limite, ces voix résonnent comme une mélodie enivrante, une symphonie d'encouragement, telle des sirènes perdues dans la mer. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que la jeunesse rime forcément avec cette illusion de toute puissance, ce sentiment d'invulnérabilité, cette idée que tout est à portée de main, sans effort, sans contrainte? La jeunesse, cette période vibrante de la vie, est-elle une prison dorée d'idéaux irréalistes, construits sur des attentes démesurées, ou bien quelque chose de plus profond, de plus conscient? Car derrière cette façade d'illimité, il y a une autre réalité, souvent ignorée, celle des obstacles, des difficultés, des choix difficiles. Être jeune aujourd'hui, c'est bien plus que de vivre dans une illusion façonnée par des rêves idéalisés. C'est être au cœur d'un monde complexe, où les opportunités existent, certes, mais où la lucidité et la connaissance jouent un rôle déterminant. Être jeune, c'est être connecté, informé et surtout lucide face aux réalités du monde, prêt à naviguer entre les rêves et les contraintes. Pour bien comprendre pourquoi la jeunesse ne se résume pas à une illusion de pouvoir tout faire, il est essentiel d'examiner les termes même de soumis et d'illusion. Être soumis, c'est être contraint par une force extérieure, comme si les jeunes étaient piégés par une croyance fausse, qui les empêcherait de voir la réalité. Quant à l'illusion, c'est cette perception déformée, ce mirage qui éloigne des faits concrets. L'idée selon laquelle les jeunes seraient soumis à une illusion de pouvoir tout faire suppose qu'ils vivent dans une ignorance aveugle. Or, c'est précisément l'inverse. Aujourd'hui, l'accès à la formation joue un rôle fondamental dans leur lucidité. Contrairement aux générations passées, la jeunesse moderne a un accès sans précédent à des sources d'informations diverses, riches et complètes. Dans un passé récent, les jeunes se projetaient souvent dans des carrières ou des rêves construits sur des modèles restreints, des récits héroïques, des attentes parentales. Aujourd'hui, grâce à Internet, aux réseaux sociaux et aux plateformes éducatives,
Les jeunes peuvent s'informer à tout moment sur des sujets qui vont des actualités mondiales aux tutoriels professionnels, en passant par des témoignages personnels d'échecs ou de réussite. Cet accès généralisé à l'information leur permet d'avoir une vision claire et nuancée. Loin de croire qu'ils peuvent tout accomplir sans effort, ils sont exposés à des réalités variées, des réussites, mais aussi des échecs, des difficultés économiques, des défis sociaux et environnementaux. Contrairement à l'image d'une jeunesse vivant dans une bulle idéalisée, les jeunes d'aujourd'hui sont bien conscients des obstacles qui jalonnent leur parcours. Ils ne vivent pas dans l'illusion que tout est facile, au contraire, ils ajustent leurs attentes en fonction des informations qu'ils reçoivent. Leurs ambitions plus réalistes et alignées avec les conditions du monde actuel sont d'autant plus importantes. Prenons l'exemple des jeunes entrepreneurs. Beaucoup ici en entendent parler. Ceux-ci peuvent étudier le parcours de leurs prédécesseurs, comprendre les embûches qu'ils ont rencontrées et ainsi ajuster leurs attentes. Ils ne s'en lancent pas avec l'idée naïve que tout est à portée de main, mais avec une compréhension précise des sacrifices, des compétences et des efforts nécessaires pour réussir. Cet accès à l'information permet donc aux jeunes de mieux comprendre les réalités du marché, d'adapter leurs ambitions et de naviguer dans un environnement complexe sans se laisser piéger par des rêves irréalisables. De plus, cette exposition à l'information ne se limite pas au domaine professionnel. Les jeunes sont également sensibilisés aux défis sociaux, aux mouvements politiques et aux enjeux écologiques. Par exemple, ils prennent conscience que certaines contraintes dépassent leur simple volonté ou leurs compétences, comme arriver à l'heure après un RER B. Cette compréhension élargie leur permet d'ajuster leur structure du monde dans lequel ils évoluent. Ainsi, loin d'être soumis à une illusion de pouvoir tout faire, l'accès à l'information les aide à faire des choix éclairés, à comprendre les limites de leurs actions et à envisager des solutions concrètes. Ils sont armés pour affronter un monde d'opportunités tout en restant conscients des obstacles à surmonter. En plus d'être informés, les jeunes sont également profondément conscients des réalités sociales et économiques qui les entourent. Dès leur plus jeune âge, ils sont confrontés à des défis tels que la précarité, la crise climatique, l'instabilité politique et les inégalités sociales. Ces réalités les imprègnent et façonnent leur manière de penser. Ils savent qu'ils évoluent dans un monde, dans un contexte incertain, ce qui les pousse à faire des choix plus pragmatiques. Contrairement à l'image d'une jeunesse déconnectée des réalités, ils comprennent très bien ce qu'ils ne peuvent pas tous faire. Le rêve de tout pouvoir faire se heurte rapidement à des limites concrètes. Les jeunes voient autour d'eux que les ressources sont limitées, que les opportunités ne sont pas toujours équitablement réparties. Alors non, être jeune, ce n'est pas être enfermé dans l'illusion de pouvoir tout faire. C'est au contraire comprendre que tout n'est pas possible, mais que bien des choses le sont, à condition d'être informés, lucides et réalistes. Les jeunes d'aujourd'hui ne se laissent pas bercer par des chimères, mais se forgent une vision pragmatique du monde qui les entoure. Ils savent que le succès n'est ni facile ni garanti, mais ils sont prêts à fournir les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Une question de la contradictrice. Merci pour votre réponse, cher contradicteur, mais j'ai le sentiment que votre plaidoyer a été fondé sur un dépassement de la définition de jeunesse et d'illusion, dans la mesure où ce que vous décrivez des jeunes entrepreneurs, c'est quand même une très faible partie de la jeunesse, et c'est souvent des jeunes entrepreneurs qui vont avoir 25-30 ans, c'est pas quelqu'un qui va avoir 5 ans, et donc j'ai le sentiment que vous oubliez cette partie de la jeunesse, et ce qui fait la soumission à l'illusion de pouvoir tout faire de la jeunesse, c'est pas l'inconscience face à certaines informations, qui d'ailleurs viennent avec le temps. Un enfant de 13 ans ne va pas utiliser les réseaux sociaux de la même manière qu'un enfant de 15 ans, mais qui se traduit par un usage différent d'informations pessimistes qui pourrait entraîner un pessimisme chez les adultes. Déjà, si mon exemple vous dérange, j'aurais pu prendre celui de boulanger ou de n'importe quel autre. Moi, je suis très intéressé par l'entrepreneuriat et je me suis dit que j'allais mettre un peu de ma sauce à l'intérieur. Je suis désolé que ça vous dérange. Ensuite, par rapport à l'utilisation de l'information par les enfants, c'est bien vrai, un enfant de 4 ans va peut-être plus utiliser son ordinateur pour regarder Dora l'exploratrice, je ne sais pas si ça passe encore malheureusement, ou d'autres informations, mais on arrive avant la fin de ce qu'on appelle la jeunesse, consciemment, on devient conscient, pardonnez-moi, avant la fin de notre jeunesse, et donc capable d'utiliser toutes ces informations-là. Et du coup, c'était ça, sur ce point-là que je voulais revenir, pardonnez-moi, c'est que la jeunesse est de plus en plus consciente et de plus en plus tôt. Oui, donc la jeunesse est consciente de plus en plus tôt, je suis totalement d'accord avec ça, mais ça n'empêche pas que justement
Parce que la jeunesse est souvent celle qui veut initier des révolutions, qui dans l'histoire a souvent initié des révolutions malgré le fait que la situation soit totalement désespérée et qui encore aujourd'hui est celle qui se bat pour faire face aux défis climatiques. N'est-ce pas aussi qu'elle fait preuve de plus d'optimisme et d'une certaine mesure d'une forme d'illusion de pouvoir tout faire que certaines personnes désenchantées par la vie ont arrêté de se battre et le fait qu'elles continuent à se battre et justement comme vous l'expliquez si bien, ne montre pas encore une forme d'illusion et peut-être parfois une illusion nécessaire de penser qu'on peut tout faire, même plus que ce qu'on peut faire pour continuer à se battre. Donc, une bonne jeunesse, c'est une jeunesse révolutionnaire. C'est étonnant. Mais peut-être à une certaine époque et à Paris, pas ailleurs. Non, je ne pense pas. Alors, sur le troisième sujet, les voyages forment-ils la jeunesse? On appelle Noémie. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent bien. Le temps pour se former, le temps pour découvrir, le temps pour voyager. Ce temps nous presse, ce temps nous tend et tant qu'on ne découvre rien, nous emporte dans son élan. Cette soif ardente de découvrir nous brûle dès notre plus jeune âge. Et de cet incendie, nous cherchons la sortie, pour échapper à la lourde et épaisse fumée des ondits. Sortir des flammes pour enfin, au loin, apercevoir les rafraîchissants nuages du savoir. Ce voyage, nous l'effectuons depuis toujours, mais il nous forme à la période la plus décisive de notre vie. Comme un sculpteur qui façonne sa pièce, les voyages forment notre jeunesse. De notre naissance à notre adolescence, nous allons à l'école, nous écoutons maman et nous regardons ces dessins animés qui forment notre enfance. Nous créons des bases auxquelles nous croyons fermement et tout nous paraît facile, tout nous paraît connu. Notre regard s'habitue et notre monde résonne en déjà-vu. Mais il suffit d'une idée, d'une parole, il suffit d'une notion étrangère et nouvelle pour réveiller en nous cette puissance motrice qui nous poussera toute notre vie, celle de la curiosité. Cette force nouvelle nous empare entièrement et nous rend assoiffés de savoir. Et c'est alors que la seule boisson que nous acceptons de boire devient celle de la connaissance. Mais comment la trouver, si ce qui nous entoure, nous la connaissons déjà? Nous cherchons, mais nous ne trouvons rien. Nos yeux usés ne nous servent plus. Et pour nous trouver une nouvelle paire, nous voyageons. Notre voyage a pour seule et unique destination le port et les villes du méconnu. Notre valise est vide car il faut la remplir, et en se séparant de la scène principale, nous devenons l'étranger du nouveau décor. Nous devenons un inconnu. Nous devenons monsieur ou madame n'importe qui. Pourtant, ce qu'on garde en commun, c'est cet appel au savoir. On commence à apprendre, à s'apprendre, on s'aperçoit que les nouveaux personnages de notre pièce parlent une autre langue, pensent différemment, fêtent d'autres célébrations. On goûte à ce que notre ancien monde ne pouvait nous poser dans l'assiette. On écoute ces nouvelles musiques, on danse ces nouvelles danses, on retient tous ces nouveaux mots qui viennent s'ajouter à notre vocabulaire. C'est alors que notre voyage nous forme cette nouvelle terre Dieu dont nous avions tant besoin. Et enfin, notre regard change. Alors on remarque que le monde se révèle être un livre dont nous n'étions qu'à la première page. Et pour visiter les pages suivantes, nous prenons l'avion, la voiture, ou même le vélo. Rousseau, lui, y allait à pied. Et pourtant, le voyage qu'il entreprenait n'était pas un voyage qu'un billet hors de prix ou qu'un pass Navigo pouvait offrir. C'était un voyage bien plus formateur. Un voyage dont il a écrit le récit dans son œuvre « Les rêveries du promeneur solitaire ». En lisant son livre, nous accompagnons Rousseau dans ses contemplations et dans ses instants de rêverie. Et avec lui, nous marchons, nous remettons en question tous ces concepts abstraits que nous pensions pourtant acquis. On se questionne sur la vie, sur la mort, la justice ou même la liberté. On sort des définitions académiques pour en trouver le sens unique qui viendra forger notre esprit. Ainsi, notre périple devient un voyage d'un tout autre type. Il devient un voyage intellectuel, un voyage mental, un voyage invisible à l'œil nu, qui pourtant est le plus crucial pour la construction de notre esprit. Cette fois, c'est sûr, il n'y aura pas de problème sur la baie, parce que le train dans lequel nous montons devient celui de notre pensée.
La jeunesse connaît par cœur ses identités remarquables, mais peut-elle dire de même de sa propre identité? C'est là que réside sa véritable formation, cette quête de soi. Car dans cette expédition, nous ne sommes plus touristes d'une réalité imposée. Nous devenons les explorateurs de notre propre vérité. C'est par ce train de la pensée que la jeunesse va se construire ou se retrouver. Lancé sur les rails de la réflexion, ce train nous transporte d'œuvre en œuvre, de débat en discussion. Il nous permet de traverser époques et civilisations. Nous écoutons les figures du passé qui ont forgé notre présent et les figures du présent qui prétendent forger notre avenir. Notre train est alors sans limite. Et sur nos fenêtres, de nombreux paysages défilent. De la caverne de Platon au test de Turing, c'est à notre tour, de chacun, un à un, les contempler. De ces voyages, on ne ramène pas un aimant pour frigo, ou ce joli porte-à-clés qui était à seulement 6 €. Non, de ces voyages, nous rapportons nos idées. Des pierres qui viendront bâtir l'édifice de notre pensée. Alors, les moins de 20 ans ne parlent plus d'un temps, mais bien d'un voyage. D'une voix sage, ils conteront à leur tour l'histoire de leur vivant, car ils ont appris à vivre, bien plus qu'à exister. Ce sont bien les voyages qui les ont formés. Une question de la contradictrice. Vous parlez à la fois du voyage comme une découverte de nouvelles expériences et à la fois d'une quête de soi dans une perspective assez linéaire où on retrace une évolution dans le temps. Mais justement, ne pensez-vous pas que pour découvrir, le voyage doit être réellement décalage et donc non pas constitution de son identité, mais réellement se pousser dans autrui et donc justement se décaler par rapport à cette volonté de formation qui constitue toute la vie en réalité. Alors en se poussant vers autrui, est-ce que vous voulez dire par exemple pousser vers autrui, vous pouvez un peu plus expliquer parce que pour moi, pousser vers autrui, ça joue justement à sa propre formation. C'est en écoutant les autres, c'est en apprenant de ce que eux forment, de ce que eux nous apprennent, que nous nous formons nous aussi. Nous sommes au final seulement le résultat de plein de pièces de Lego qu'on a ramassées de chez plein de personnes, de chez plein de voyages. Cela peut être des œuvres, cela peut être des films, cela peut être des livres, ou cela peut être simplement un petit voyage en Normandie ou en Asie. Ce que je veux dire justement, c'est que vous n'avez pas peut-être assez mis l'emphase sur la dimension normative du mot former et dès lors vous faites du voyage une espèce de continuation d'une recherche de soi qui a lieu toute la vie et qui là rend toute cette dimension normative au mot formé. Or, dans un voyage qui serait pris en compte comme réel décalage, on sort de cette dimension normative de l'instruction et on accepte d'aller voir autrui sans forcément se chercher soi. Vous pouvez juste répéter la question. C'est pas une question. C'est pas une question, d'accord, excusez-moi. Je trouve que, bien que nous allons parler de décalage sans cesse, pour moi, à partir du moment où le voyage se fait non seulement physiquement, mais éventuellement aussi intellectuellement, mais ce décalage, il va toujours nous ramener à la source même, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire qu'on aura beau se décaler, c'est pour se rechercher. Se décaler, c'est pour se séparer et ensuite se reconstruire. Ce décalage que vous soulignez, cet espace que vous mettez entre vous et un voyage, il vous sert justement à retrouver, à revenir à vous-même pour pouvoir vous reconstruire. Au final, c'est en rasant un bâtiment qu'on refait les meilleures architectures. Pour lui répondre du côté de l'ENS, c'est le tour d'Abigail. Les voyages forment la jeunesse. Les idiotismes, vieille sagesse des nations ont l'habitude. Emprunt qui semble de la plus grande des sciences. Pourtant,
Celui-ci porte son préfixe avec séance. Comment, me diriez-vous? N'y a-t-il pas proclamation plus vraie que d'affirmer que les voyages forment la jeunesse, l'instruisent au contact de la différence, la portent à maturité, à mesure qu'elle est contrainte de se parer d'autonomie et de responsabilité. Mon contradicteur vous l'a défendu. Le voyage comme formation est une quête de soi, une quête de progression, une quête de maturité au final. Voilà, je le défendrai, une bien triste perception du voyage, qui suce son essence jusqu'à la moelle, non pas dans une perspective rabelaisienne pour en dévoiler la vérité, mais pour le vider de toute substance. En effet, comment ne pas voir dans ce mot « former » puisqu'il rassemble dans une même étreinte instruire et constituer, celui de formater, d'un carcan qui ne reconnaît la jeunesse que comme une étape à dépasser dans une perspective très linéaire que vous a défendu mon contradicteur, c'est-à-dire l'on pense à découvrir de nouvelles choses toute sa vie, on voyage et puis on devient plus grand. Et donc, qui ne voit que la jeunesse que comme un manque à combler. Un voyage qui formerait la jeunesse serait alors un voyage qui irait contre la jeunesse, je vous le dis. Puisque la jeunesse, dans sa forme pure, idéal typique, est avant tout ivresse et insouciance, non pas recherche d'une plus grande maturité. Le voyage, l'authentique voyage, est un prolongement de la puissante insouciance de la jeunesse. Un divertissement qui porte bien son nom, divertere, étymologiquement détourné. Quand la vie ordinaire nous forme déjà assez, apprendre à vivre seul, apprendre à faire ses lessives, bientôt à payer nos premiers impôts. Le voyage, plutôt que de nous instruire, comme l'impliquerait le mot former, nous détourne du chemin sinueux des responsabilités à venir et des soucis déjà survenus. Le voyage nous offre l'opportunité de la fuite. Fuite délicieuse, qui permet de goûter aux fruits d'une jeunesse immaculée, pure des accros de la vie, tel Charles Baudelaire, promettant à sa bien-aimée, dans l'invitation au voyage, le bonheur par l'exotisme. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Justement, si jeunesse et puissance de tout faire, comme on nous l'a bien défendu, le voyage par le décalage qu'il opère arrête le cours du temps, plutôt qu'il ne l'accélère. L'on ne revient pas plus mûr d'un voyage, contrairement à ce que tout le monde semble dire, mais rajeuni, empli d'une audace ravivée, de la flamme des expériences nouvelles. Qui ne s'est pas senti plus jeune dans un voyage où, si d'habitude l'on est fatigué après une longue journée de travail, là, refuserait-on d'aller en soirée jusqu'à 4 heures du matin? Non, l'on profite, c'est la jeunesse, c'est le voyage. Votre argument, me diriez-vous, sied aux vagants sous les parasols. Mais que dire d'autres voyages? Ceux-là même, qui ont le dessein de nous faire découvrir autrui, sa langue, ses coutumes, en somme, de nous former, non. A fortiori, vous répondrai-je, quel retour en enfance que ces voyages-là, où l'on va, balbutiant, bégayant, à la rencontre de l'autre, dans une langue trop scolairement apprise, où l'on recommence l'apprentissage du goût à chaque nouvelle saveur, où l'on réapprend à s'émerveiller de tout, comme l'enfant qui voit pour la toute première fois le monde. Je vous le dis, mesdames et messieurs, pour que voyage soit voyage, il ne doit pas former la jeunesse, mais la restaurer. Merci de votre attention. Donc, une question de la contradictrice. Vous semblez évoquer le voyage comme un divertissement, comme rien de plus que quelque chose qui nous fait fuir de nos soucis quotidiens.
mais je vous entends parler du voyage comme un déplacement seulement physique, seulement la définition ne se limite pas là, elle va jusqu'à la perception et la compréhension de phénomènes concrets ou abstraits. De ce fait, les jeunes qui ne voyagent pas tout court et donc ne sont jamais formés. Alors justement, je n'ai pas parlé du voyage seulement comme un déplacement physique, mais justement, je définis le voyage par ce décalage qui peut être mental, comme dans le poème de Baudelaire, L'invitation au voyage, où il est très physiquement ancré à Paris, mais où il fait miroiter à sa bien-aimée la perspective d'un voyage exotique qui les déplacerait loin du spleen, qui les emprunte si fortement. Donc non, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne pense pas avoir défini le voyage que comme déplacement physique, et je ne vois pas divertissement comme un mot ici qui aurait sa connotation plutôt négative, mais plutôt au sens étymologique réellement, d'un détournement qui peut être un détournement profond. D'accord, mais dans votre exemple que vous prenez sur Baudelaire, vous parlez bien du fait que ils vont, comme vous l'avez dit, sur Paris, ils parlent de s'échapper. Mais est-ce que ce voyage mental qu'ils font justement ne permet pas à la jeunesse de se former, notamment par exemple sur la poésie, notamment sur l'ouverture de soi, l'ouverture de son amour, l'ouverture de la cohésion avec un groupe? Est-ce que c'est justement pas là la formation qui naît de ces voyages que vous qualifiez comme décalage? Je pense que justement l'exemple de Baudelaire est très important pour comprendre cette idée d'un divertissement qui n'existerait sous sa forme pure que comme divertissement. Baudelaire refuse l'instrumentalisation de la poésie comme formation, que ce soit formation morale ou formation intellectuelle. Le voyage ne compte que comme voyage chez Baudelaire et la poésie que comme poésie. Et donc, non, je pense effectivement que la formation que peut impliquer le voyage n'est qu'accidentelle et ternit en réalité la forme pure du voyage. Elle est accidentelle, donc au final, Et donc, dernière rencontre sur est-ce difficile d'avoir 20 ans en 2024, on peut accueillir Paul-Henri. Étant sans doute un grand fan des triptyques, Emmanuel Macron déclara lors de l'épidémie de Covid qu'il était difficile d'avoir 20 ans en 2020. 20, 20, 20, 3 fois 20. Effet de style très épuré, mais probablement remarqué par très peu de personnes, hormis quelques académiciens séniles. À première vue, on pourrait dire que je suis très mal placé en fait pour dire s'il est difficile ou non d'avoir 20 ans en 2024, dans la mesure où moi j'ai 22 ans, et en fait la charnière bénie des 20 ans, elle me paraît bien loin. Dans mon propre cas, avoir 20 ans, ça voulait dire être en prépa, donc en fait, dans tous les cas, c'était une période difficile, que j'ai eu 20 ans ou non à ce moment-là. Cependant, l'histoire se répétant toujours, il est probable qu'il soit toujours aussi ardu d'avoir 20 ans en 2024 qu'il l'était en 2020. Avoir 20 ans en 2024, c'est très difficile, car auparavant, avoir 20 ans, ça voulait dire s'engager dans un chemin tout tracé. Ce n'était rien d'autre que la validation d'une étape. Comme si vous aviez coché une nouvelle case sur votre formulaire de suivi de vaccin. Par ailleurs, je ferai circuler une petite feuille à la fin de cette intervention pour savoir si tout le monde dans cette salle a bien fait ses 3 doses de vaccin anti-Covid, et juste la fin statistique évidemment. Donc à 20 ans, ce que je disais, donc, vous démarriez un travail, vous vous mariez, vous achetiez une maison, vous aviez une flopée d'enfants, et hop, vous étiez lancé dans votre vie. 20 ans, c'était le grand coup d'accélérateur. Mais en fait, on vous avait déjà mis sur la piste, vous suiviez simplement. Aujourd'hui, à 20 ans, à l'inverse, vous êtes dans le grand flou. Donc, on vous dit que vous êtes grand, vous pouvez partir sur des études qui vous plaisent, partir à l'étranger, débuter les expériences qui vous passionnent. Vous pouvez tout faire, mais en réalité, vous ne savez pas quoi faire. Donc, pour reprendre les mots de Milan Kundera,
Pour la première fois, à 20 ans, vous êtes confronté à l'insoutenable légèreté de l'être. Vous êtes libre, mais si libre que rattaché à rien. Et cela peut être la source d'un grand inconfort. Avoir 20 ans en 2024, c'est donc être en voie de déracinement. Un vingtenaire en 2024 sera d'autant plus sujet à des angoisses existentielles que, par comparaison avec les générations antérieures, nous vivons dans un contexte de crise écologique. Sécheresse après sécheresse, inondation après inondation, il assiste à la destruction programmée de son environnement. Dans de telles circonstances, il est impossible de se projeter, impossible de se voir vivre sa vie normalement jusqu'à son terme. Celui qui a 20 ans en 2024 sera tétanisé, accablé par l'immense tâche qui incombe à sa génération, tout en sachant bien que lui-même est incapable de résoudre le problème par lui seul, par ses propres efforts. S'il tente de se battre envers et contre tous, on le qualifiera d'éco-terroriste. Camille Etienne se reconnaîtra ici, cité par l'aimable ministre Gérald Darmanin. Mais s'il n'agit pas, à l'inverse, il dépérira irrévocablement. Plus généralement, le problème d'avoir 20 ans en 2024, c'est celui de faire partie d'une génération prétendument autonome. À 20 ans, on fait partie de la jeunesse. Seulement, la jeunesse, ce mot de la jeunesse, c'est une construction récente. Auparavant, on était enfant, puis adulte. La notion de la jeunesse, c'était qu'un mot, donc totalement vide de sens et d'expérience partagée. Maintenant, une personne de 20 ans vit son expérience propre. Et tous ceux de 20 ans, justement, subissent le déracinement que j'ai évoqué, collectivement. Celui qui a 20 ans vit son malaise avec tous, et non plus seul, comme c'était le cas auparavant. Il se voit errer dans son quotidien, aux côtés de personnes qui errent également. Et cela crée en fait, pour celui qui a 20 ans, notamment en 2024, un grand effet d'étourdissement. À ce moment-là, vous n'êtes plus le seul à régler vos propres problèmes, vos petits problèmes individuels qui vous concernent, comme le fait de savoir quelle chaussette allez-vous mettre aujourd'hui, allez-vous sortir en soirée, vous bourrez la gueule ce soir, ou demain plutôt. Mais vous êtes tous aux prises avec les mêmes problèmes qui caractérisent votre génération. Et cet effet de répercussion s'avère vertigineux. Avoir 20 ans en 2024, c'est donc extrêmement difficile. Et en dépit de ce que je vous disais au début de ma plaidoirie, c'est un état qui s'accroche. Même si on a 22 ans en 2024, on est toujours poursuivi par les questionnements de ces 20 ans, et ce, inlassablement. Une question du contradicteur. Alors, vous avez dit que avant, avoir 20 ans, c'était juste une étape à passer avant d'avoir une maison. Enfin, du coup, il n'y avait pas de questions à se poser. Pourquoi est-ce que vous dites que maintenant, on est tous dans un mal-être existentiel et qu'avant, on l'était, mais pas autant? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de mal-être existentiel ou non avant. C'est qu'avant, vous étiez beaucoup, en tant que personne de 20 ans, vous étiez beaucoup plus cadré par la société, donc, notamment en Europe occidentale. Vous viviez dans une famille où votre père vous disait quoi faire, donc vous suiviez le schéma classique de votre famille. Typiquement, si vous venez d'une famille de vendeurs de tissus, vous étiez vous-même vendeur de tissus, et donc vous aviez un cadre, un chemin où aller, toutes les étapes de votre vie étaient très claires. Et maintenant, il y a peut-être une sorte de mal-être existentiel dans la mesure où vous avez beaucoup plus de choix devant vous, donc potentiellement vous pouvez faire beaucoup plus de choses, mais vous avez tellement de choix que quelque part vous êtes perdu. Vous n'avez plus cet indicateur qui pourrait être coercitif, mais qui au moins vous donne une direction. Ne pensez pas, vous, qu'il est plus préférable d'avoir trop de choix que de n'avoir qu'un seul choix et de le regretter à vie? Je pense pas, parce que si vous avez qu'un seul choix, vous ne pourrez pas le regretter à vie, parce que vous pourrez toujours vous rassurer en vous disant que ce choix, en fait, on me l'a imposé. Donc vous pourrez toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, sur celui qui vous l'a imposé, alors que justement, lorsque vous avez beaucoup de choix, c'est un peu la situation où vous êtes devant Netflix, vous cherchez une série à regarder le soir, et puis en fait, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, vous allez vous coucher, vous n'êtes pas d'accord avec vos amis, parce qu'il y avait tellement de choses à faire que vous n'avez rien fait. Et donc dans ce cas-là, et plus généralement, je pense que n'avoir qu'un seul choix, c'est peut-être mieux. Pour conclure cette rencontre, je vais applaudir Sofiane à la négative.
Elle fait la go, qui ne connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Qui ici, dans cette salle, n'a jamais chanté ce son à plein poumon lors d'une soirée ou en boîte de nuit? Qui ici n'a jamais regardé un épisode de Mes parents sont magiques ou de Adventure Time? Avoir 20 ans en 2024, c'est être né entre 2003 et 2004. C'est pour ceux qui ont des grands frères avoir connu la PlayStation 2, puis la 3, puis la 4 et même la 5. C'est peut-être aussi avoir connu la Nintendo DS, la réalité virtuelle. C'est être né dans une ère d'innovation, de changement, un temps de progrès. Imaginez-vous si un jeune atteignant croisait un jeune homme de notre époque actuelle. Qu'est-ce qu'il pourrait se dire? Et est-ce que vous pensez vraiment que le jeune atteignant voudrait continuer à être à son époque plutôt qu'à la nôtre? Et même pas besoin de remonter aussi loin en arrière. Il y a juste 50 ou 100 ans, il y aurait sûrement la même réponse que l'atteignant. En effet, qui dirait non à vivre à une époque où on peut communiquer instantanément avec quelqu'un de l'autre côté de la planète? Qui dirait non à une époque où nous avons des voitures et qu'elles se conduisent toutes seules? Si on remonte 1000 ans en arrière, un jeune homme de 20 ans serait sûrement déjà fils de paysan, lui-même fils de paysan, etc. Il travaillerait toute la journée dans les champs et il s'occuperait de son bétail. Et il a 20 ans, donc il serait déjà sûrement marié avec des enfants. Il n'aurait jamais eu la possibilité de choisir un métier qui lui plairait, de manger autre chose que du pain ou encore des légumes. Il n'aurait même pas appris à lire et à écrire. Mais assez parlé de choses matérielles, soyons moins concrets. Il y a énormément d'avantages à avoir 20 ans en 2024. Notamment par exemple sur le fait émotionnel. En effet, il y a 80 ans, le slogan était « Travail, famille, patrie ». Aujourd'hui, nous faisons beaucoup plus attention, que ce soit à la santé mentale ou encore les conditions de travail. On n'hésite plus à envoyer balader un employeur qui est trop insistant ou qui ne respecte pas notre vie privée. Nous faisons plus attention à notre entourage et notre entourage nous rend bien. C'est ainsi que dans moins de 10 jours, commence un mois qui va toucher tous les hommes. Tous les hommes doivent faire une action en particulier. Je parle évidemment du Movember, celui qui est dans le but de sensibiliser l'opinion publique à la santé mentale ou encore à la dépression. Ensuite, les étudiants. Les étudiants ont bien compris que la pression des études n'était qu'éphémère. Regardez, qui ici ne connaît pas quelqu'un qui s'est réorienté? Au moins une fois, au moins 2 fois. On a beaucoup moins la pression des études, et c'est aussi parce que les études ont évolué pour être plus accessibles, plus atteignables et moins contraignantes. Aussi, des langues se délient sur des sujets auparavant tabous dans notre société, comme celle des violences sexuelles, à l'image de l'affaire Pellico qu'on voit dans les médias actuellement. Nous sommes les précurseurs de générations qui oseront dire non, qui n'auront plus peur des instances supérieures et qui feront valoir les droits qu'ils méritent. Nous pouvons désormais briser les limites des classes sociales, et c'est notre devoir de continuer ainsi. Alors, je veux bien que cela sonne beaucoup révolutionnaire, mais dans le fond, dans l'essence même d'une révolution, n'est-ce pas le changement? Et ces changements-là, ne seraient-ils pas positifs à la fois pour notre bien, mais pour celui de nos enfants? Rendez-vous compte, nous avons la chance de vivre à une époque où l'on vit tellement bien qu'on s'intéresse aux problèmes des autres. N'est-ce pas comme ceux en Ukraine ou encore au Moyen-Orient? N'est-ce pas beau de vivre en des temps où on peut facilement tendre la main à l'autre pour combattre les inégalités et les injustices? Comme mes coéquipiers l'ont dit précédemment, cela nous permet de penser que tout est possible, tout est atteignable. Et ils ont raison. Qui ici ne pourrait, s'il le désire, prendre ses affaires et partir vivre dans un autre pays? Nous avons la chance de pouvoir facilement découvrir de nouvelles cultures, et des fois sans même devoir quitter son domicile. En effet, le Louvre est gratuit pour les moins de 26 ans, et encore, tous les musées sont gratuits le premier dimanche du mois. Alors, avoir 20 ans en 2024, c'est incarner à la fois le milieu et aussi le début d'une ère de progrès. C'est être les héritiers d'une révolution technologique, d'une ouverture culturelle sans précédent et d'une conscience sociale qui refuse l'injustice. Nous avons la liberté de choisir, de briser les barrières sociales et de se construire un avenir où le bien-être mental et les droits individuels sont respectés et pour chacun d'entre nous. Alors, face à tout cela, comment pourrait-on dire que c'est difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui? Nous sommes la génération qui peut tout changer, tout accomplir. Je vous le dis, en 2024, rien ne nous est impossible.
Donc vous avez dit que c'était super d'avoir 20 ans en 2024 parce qu'on était dans une période de changement, d'innovation, donc par rapport inversement donc la période de la Grèce antique où là niveau conditions matérielles c'était un peu la reste quoi. Donc seulement donc j'entends votre argument donc dire que matériellement c'est super, sauf que avoir un confort matériel c'est pas une condition du bonheur pour dire que c'est super d'avoir 20 ans en 2024, donc c'est pas parce que vous disposez de tout le confort moderne possible que forcément vous allez être heureux. Donc si on adopte une approche plus stoïcienne, donc on peut même dire qu'en restreignant votre consommation, justement, vous pouvez être plus heureux en développant davantage vos relations sociales. Et donc à ce prisme-là, qu'est-ce qui vous permet de dire que l'homme de 20 ans d'aujourd'hui est plus heureux que l'homme de 20 ans de la République athénienne? Et de là d'où vient ma deuxième partie, entre guillemets, de mon discours. C'était sur les droits, les privilèges, entre guillemets. Un jeune athénien avait, enfin, un athénien, du coup, vu qu'il n'y avait que les citoyens, le reste c'était des esclaves, par exemple. Donc même s'ils n'avaient pas les mêmes droits, les mêmes biens matériaux que nous, ils n'avaient pas les mêmes droits. Et de ce fait-là, je ne pense pas qu'un esclave était heureux, même à Athènes. Je l'entends, mais cette explosion de droits, l'extension des droits, notamment publics et sociaux, en France, est une grande avancée qui permet à ces générations françaises d'être heureuses peut-être. Mais pour reprendre l'exemple de mes collègues, que direz-vous de Mahsa Amini en Iran? Est-ce que vous pensez qu'elle était heureuse de vivre, d'avoir 20 ans, en 2024? Donc certes, il y a eu une explosion de droits, notamment en France, tout à fait bénéfique, mais cela n'est pas vrai sur le globe. Donc on va dire généralement, de ce côté-là, qu'avoir 20 ans en 2024, c'est super. Et avoir 20 ans en 2024, c'est super quand on est en France, évidemment. Quand on est dans d'autres pays où on n'a pas les droits qu'on est censé avoir, moins. Mais c'est justement là que c'est à nous, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà leurs droits, de se battre pour ceux qui le peuvent. Et c'est parce que nous avons une vie facile qu'on peut se permettre de se battre pour le droit des autres. Ce serait pas un genre de colonisation alors?